Je vais vous présenter en fait la démarche sur les espaces de mobilité qui sont depuis le milieu du 19e siècle des espaces qui se sont construits autour de l'accès à la vitesse et au déplacement avec une mécanisation accrue. Donc depuis la fin du 19e, on a vu apparaître le train, puis après la voiture, le métro, donc qui ont profondément transformé nos habitudes et la façon dont la ville s'est développée. Aujourd'hui, on est confronté à un développement urbain phénoménal qui s'est produit tout au long du XXe siècle et qui a été porté notamment par le développement de la vitesse et du déplacement. Alors, à l'origine, ces infrastructures sont le support de la mobilité, mais aussi sont des objets techniques complexes qui répondent à des exigences mécaniques. Je rappelle simplement, pour mémoire, voilà, la locomotive à vapeur quand elle arrive dans les grandes gares parisiennes, qui génèrent les formes des grandes halles qu'on connaît aujourd'hui. Donc ces objets mécaniques, ils se développent, ils sont aujourd'hui des éléments intrinsèques de notre quotidien. Et la question est comment on peut les concevoir ? Est-ce que ce sont des espaces utiles, confortables, ou est-ce que ce sont juste des espaces de transit, ce qu'on pourrait qualifier des non-lieux ? Alors aujourd'hui, les espaces qui se sont développés tout au long du XXe siècle nous amènent à avoir aujourd'hui sur notamment les grandes villes et les grandes conurbations urbaines des objets techniques très très compliqués, très complexes qui sont liés à la stratification des différents usages autour du transport. Donc ici, on le voit bien sur Orly, on a un espace relativement vaste dans lequel on trouve des parkings, des infrastructures routières, un métro, des bâtiments, des aéroavions. Tout ça constituant un objet technique difficilement appréhendable, très très complexe en termes d'exploitation, en termes d'usage. Parfois on s'y perd. Donc aujourd'hui, le XXe siècle a produit toute une série d'objets de ce type-là un peu partout dans le monde. On a produit des objets très très étendus. Ici, c'est une image de Roissy 2, Terminal 2, des objets qui font plus de 2 km de long, qui sont plus à l'échelle du piéton, qu'on ne parcourt plus à pied. On parcourt avec des métros automatiques, on y trouve évidemment des voitures, des infrastructures routières très très denses, une multitude d'accès. Ici vous avez la gare TGV au premier plan, le RER, demain le CDG Express. Donc on y vient en train, en métro, en avion, en voiture. Et on a ces objets qui se développent de façon complètement hybride et quasiment de façon naturelle. Aussi bien pour les aérogares que pour les gares, on prend l'habitude de dire que tous les 20-30 ans, les objets techniques sont reconstruits, reconfigurés, transformés en fait, pour pouvoir s'adapter aux besoins actuels et aux besoins de demain. Alors ces espaces-là, ils portent tout un imaginaire, c'est l'imaginaire du voyage. Alors cet imaginaire, il est intéressant évidemment, parce qu'il transcende en fait notre quotidien. Il nous ouvre des espaces qui n'étaient pas appropriables au XIXe siècle, qui le sont devenus depuis l'invention du train, depuis l'invention de l'avion, qui permettent à l'homme de voler, ce qui n'est pas forcément naturel. Donc des espaces qui s'ouvrent sur un ailleurs. Donc forcément, ils ont produit des objets très iconiques. J'ai pris l'exemple du Terminal 1 parce c'est un objet très très particulier, c'est ce qu'on pourrait appeler une modernité intemporelle, un objet qui vient s'inscrire dans un cheminement qu'on connaît tous, qui est extrêmement impressionnant quand on le pratique, le balai incessant des voyageurs qui traversent le terminal, conçu par Paul Andreu. Donc ces objets iconiques, on en a beaucoup. On en a pour les gares du 19e, du 20e siècle, pour les aérogares. Mais ces espaces-là, ils produisent aussi des espaces contraints, des espaces qui ne sont pas forcément faciles à habiter. Donc l'espace du transport, c'est aussi un espace dégradé, c'est aussi ce qu'on appelle des lieux de transit, des non-lieux, des espaces que Georges Perec identifie comme inhabitables. Inhabitables parce qu'ils ne sont pas confortables,
parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aune de ce qu'on pourrait espérer d'un espace public, parce qu'ils offrent des espaces contraints qu'on est obligé de pratiquer. Ici, c'est une gare routière en Suisse. Si vous voulez prendre le bus, vous êtes obligé d'attendre 15 minutes dans cet espace-là. Donc c'est un espace contraint. On n'a pas le choix. Les espaces de transport nous offrent souvent des espaces qui nous sont offerts, mais qui viennent comme une obligation dans leur usage. C'est très très particulier. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez prendre le bus, il faut passer par cet espace-là. Ces espaces-là, ils sont aussi démesurés. Ils sont à une échelle autre. À l'échelle du piéton, par exemple ici à Roissy, on voit les petites silhouettes qui, entre la gare TGV et l'aérogare 2, cheminent, entre des infrastructures routières, des entrées de parking, des voies rapides qui passent au-dessus des gens, des voies de service qui passent en dessous. Donc on a un univers qui est très très contraint. On a des espaces qui sont inhabitables, qui ne donnent pas envie de rester, et qui donnent simplement envie d'être ailleurs. Donc de plutôt regarder son téléphone portable, de penser à autre chose. C'est souvent le cas dans l'expérience métropolitaine du métro, pour beaucoup de gens. Alors ces espaces-là, comment on peut faire pour qu'ils soient confortables, comment on peut faire pour qu'ils soient habitables? Alors habiter des espaces, les concevoir, c'est possible, ça existe. Mais c'est toute une méthodologie et une autre façon d'appréhender le transport et la ville. On peut produire des espaces habitables. Ça, c'est la gare de Liège, de Santiago Calatrava. C'est un espace qui a été dessiné pour les femmes et les hommes qui le pratiquent. C'est un espace qui, du coup, renvoie une notion de confort, une notion d'accueil, en fait, dans ces espaces-là. On y est bien. D'ailleurs, on y est tellement bien qu'on pose, on se prend en photo. On est dans un espace qui, du coup, nous renvoie une image positive, en fait, de l'espace du transport. Alors, ces espaces-là, en plus, ils peuvent devenir spectaculaires. Toujours la gare de Liège, avec des structures très, très particulières, très bien dessinées. Et puis, ils peuvent devenir, évidemment, des monuments dans la ville, qui permettent d'inscrire le transport dans l'imaginaire local et porter en fait le développement d'une ville. On le voit en Chine, par exemple, tous les projets de gares et d'aérogares font l'objet de concours internationaux, des grandes signatures. Alors, comment on fait pour arriver à ces objets-là et pour éviter de tomber dans des non-lieux, dans des endroits inhabitables? Alors, aujourd'hui, je vous propose de regarder quelques points particuliers. Le sujet est relativement vaste. Donc, je vais me focaliser sur 4 grands principes. Le premier, c'est un principe plutôt historique. À la fin du XXe siècle, l'appréhension des transports change. Elle change parce que les transports évoluent. Et notamment, on a un retour en force du train via les trains à grande vitesse, donc le TGV en France. On a une réinvention du tramway qui avait complètement disparu des centres urbains. Des kilomètres et des kilomètres de voies de tramway ont été supprimés dans les villes américaines dans les années 30, en Europe dans les années 50. On n'en trouve plus qu'en Europe de l'Est, au début des années 80. Et en 85, on inaugure à Nantes, première ligne de tramway en France. Et puis le retour du vélo. Alors, tous ces éléments-là amènent à reconcevoir en fait le transport non plus comme un objet qui est auto-centré sur la voiture avec son extension qu'est l'avion, mais plutôt comme une chaîne continue de déplacement avec des usages qui se diversifient. On peut utiliser le train pour aller prendre son avion, on peut utiliser le métro pour aller chercher son train. On peut faire donc un voyage en utilisant plusieurs modes. Et pour utiliser plusieurs modes, on invente la notion de pôle d'échange à la fin des années 80 au début des années 90. Et on commence à aménager l'espace public. Non plus comme un espace contraint par la voiture, mais comme un espace d'échange entre les différents modes. Ici, c'est la gare de Lisbonne, dessinée par Calatrava, où on trouve donc les voitures, on trouve les bus, on a aussi les trains, et l'ensemble de ce projet-là, l'ensemble de la genèse de l'espace public, s'articule autour de l'échange entre les différents modes.
Ça, c'est une transformation profonde, puisque du coup, la ville rentre dans la gare ou dans l'aérogare, et le projet se fait notamment avec les élus politiques. Et c'est les élus, en fait, qui ont demandé à ce que l'ensemble de la chaîne du voyage soit prise en compte. Pas simplement le trajet d'un point à un autre avec un seul mode, mais un trajet, ce qu'on appelle multimodal, en prenant en compte l'intermodalité à travers des projets avec du coup des financements multiples, où le poids du politique joue beaucoup et où l'espace public, du coup, génère évidemment des espaces de qualité avec des bâtiments qui inscrivent les transports dans cet espace public. On est toujours à Lisbonne. On l'a vu en France, hein, le développement du tramway a complètement changé cette appréhension. Le tramway était un véhicule énorme de transformation de la ville. Donc ça, c'est un élément important porté par les politiques. L'espace public, du coup, devient aussi un paysage. Comme on travaille sur cet espace public, comme cette relation entre la ville et les transports, on travaille sur l'espace public, on a introduit le paysage. Le paysage était une donnée et une composante qui n'existait pas dans les années 70 ou les années 60, quand vous faisiez un bâtiment de gare, vous ne vous préoccupez pas de l'espace public et encore moins du paysage. Donc le paysage, il vient compléter en fait le dispositif d'ensemble. Ici, c'est une image du futur parvis de l'esplanade d'Orly 1, 2, qui est aujourd'hui un espace complètement minéral, qui est uniquement occupé par des voitures, des bus, des cars, qui demain va devenir un salon extérieur, avec un jardin, une centaine d'arbres qui vont être plantés, conditions techniques très très compliquées, mais on arrive à le faire. On le voit aussi à Rennes, cette gare qui a été développée par AREP, Jean-Marie Dutilleul, où le paysage construit, en fait, crée une interface forte entre la nouvelle gare qui s'inscrit et l'espace public. Et à travers ce travail sur l'espace public, on génère aussi des comportements complètement nouveaux. Une autre façon et une autre manière de pratiquer les espaces du transport, avec des espaces, du coup, où on est et on apprécie le temps lent. On n'est plus dans la vitesse, on est plutôt dans un temps où on se pose, où on échange, on est plutôt dans la convivialité que dans l'isolement ou la solitude. Donc ici, vous avez une terrasse, juste devant l'entrée de la gare de Rennes, une terrasse aménagée qui permet aux Rennais de profiter en fait, de l'espace de l'intermodalité, avec évidemment de nouveaux usages. Vous l'avez aussi, un autre exemple sur cette gare, Nîmes Pont du Gard, toujours à Rep, sur lequel l'ensemble du dispositif de transport, donc les parkings, dépôts minutes, la gare routière, les quais du TER, les quais du TGV, tout s'inscrit dans un grand jardin, en préservant la nature, préservant notamment l'ensemble des arbres qui existaient sur le site et en créant un pôle de transport dans un jardin. Donc ça, c'est une démarche qui est aujourd'hui initialisée sur beaucoup de sites et qui est un des éléments fondamentaux de la transformation des espaces de la mobilité et ce qui aussi porte une certaine conception de ces espaces-là, notamment dans la interface entre la mobilité proprement dite et les territoires de la ville. Le deuxième élément important, c'est la notion de confort. La notion de confort, elle est très importante dans l'espace du transport, parce que le transport, c'est un cheminement, c'est un parcours qui génère aussi du stress, évidemment. Et le confort, il a différentes dimensions. Il a une dimension de base qui est la protection vis-à-vis des intempéries. Ici, on est toujours à Nîmes Pont du Gard. La particularité de Nîmes Pont du Gard, quand j'ai travaillé sur cette gare, c'est que c'est assez épouvantable comme site finalement. On a un soleil infernal en été, il fait très très froid en hiver parce qu'il y a un vent qui est extrêmement violent. Et puis pendant toute la période d'octobre à novembre, il y a des pluies diluviennes sur le site. Donc le premier travail, c'est d'offrir en fait des espaces qui soient confortables, à l'abri de la pluie, du soleil et du vent. C'est des choses basiques,
mais vous pouvez pratiquer beaucoup d'espaces de transport où vous verrez que vous cheminez sur des quais qui sont abrités, vous attendez avec un vent qui vous glace les os pendant 15 minutes votre train, et vous pouvez être à l'extérieur, sous un soleil pas possible en plein été, dans des conditions épouvantables. Donc ça, c'est la base du confort, c'est un confort vis-à-vis des intempéries, avec évidemment dans le travail sur ces espaces de confort et de convivialité, recherche, un travail sur les matériaux, en l'occurrence ici des matériaux biosourcés, le bois, le bambou, la pierre. Les espaces, le confort, c'est aussi le confort de l'attente. Alors l'attente, elle est intimement liée aux espaces de la mobilité, parce que le voyage génère de l'attente. Alors c'est 2 ou 3 minutes quand vous attendez le métro, ça peut être une demi-heure, 1 heure quand vous attendez le train, c'est 3, 4, 5 heures quand vous attendez l'avion. Donc là, vous avez besoin d'espaces de détente, où vous posez. Vous n'êtes pas en situation de stress, vous n'êtes pas les uns sur les autres, vous êtes dans des espaces confortables, lumineux, conçus en fait pour un confort optimum au niveau de l'acoustique, au niveau de l'éclairage, au niveau des vues, au niveau de la lumière naturelle. Ici, on est dans l'extension RPDI à Orly, donc qui vient d'être livrée, qu'on a livré l'année dernière, toujours au même endroit, qui a vraiment une notion de confort optimum offert à l'ensemble des voyageurs. Et derrière le confort, évidemment, il y a les mètres carrés disponibles, les surfaces disponibles, une ambiance apaisée, et puis une offre de commerce et de services liés directement à ces espaces-là. Ici, un autre projet qui a été livré à Roissy, qui est l'extension du 2BBD, avec une rénovation du 2B et son extension côté piste. Donc cette notion de confort, elle est fondamentale, et elle est en articulation évidemment avec les 5 sens. Confort acoustique, confort de la lumière, les matériaux, et puis les usages qui vont avec. Le troisième élément donc, que je voulais évoquer, c'était la notion de flux, en fait. Puisque les espaces du transport et de la mobilité, en fait, c'est quoi ? C'est des cheminements, c'est des parcours, c'est le déplacement d'un piéton dans un espace qui a été conçu pour articuler la ville avec le transport, ou le transport avec un autre transport, en l'occurrence ici le train avec l'avion, c'est la gare de CDG, future gare de CDG Express à Roissy. Donc cette articulation des cheminements, elle génère évidemment des flux très, très complexes, avec une ingénierie associée pour la gestion de ces flux, qui passe par un bon dimensionnement, qui passe aussi par des soucis d'orientation, de signalétique, d'agencement, de lisibilité des cheminements. Alors ça peut être fait de façon très simple. Ici, on sort, on voit qu'il y a un escalier mécanique. Voilà, pour aller monter vers les terminaux, on prend l'escalier mécanique, c'est tout à fait lisible. La mécanisation de ces espaces-là, elle est poussée à son extrême. En fait, un espace de transport, c'est une grosse machine mécanisée avec des escaliers mécaniques, des ascenseurs partout, des dizaines et des dizaines d'équipements mécanisés. Et donc, pour parcourir cet espace mécanisé, il faut pouvoir l'accompagner avec un traitement et des ambiances particulières. Alors, on peut l'accompagner, par exemple, comme ici à Liège, en travaillant sur le génie civil, en créant des séquences qui permettent d'accéder aux ascenseurs que vous voyez ici, qui desservent l'ensemble des quais. Donc il y a une mise en scène en fait, de l'accès à ces escaliers mécaniques, ces ascenseurs. Une mise en scène qu'on se doit de dessiner. On ne peut pas simplement faire un tunnel qui passe sous les voies sans aucune appréciation. C'est la même chose, donc je reviens sur le terminal 1 à Roissy, sur les espaces qui passent sous le tarmac, que je pense que vous avez tous pratiqué, qui ont été rénovés dans le cadre d'un projet qui va être livré à la fin de l'année. On a une ambiance très très particulière, un peu futuriste. Donc ces espaces-là, ils méritent une ascension très particulière. Ils peuvent être aussi scénarisés, comme ici à Copenhague, dans une ascension, une ambiance lumineuse très très particulière. Et ils peuvent donner lieu à des agencements en vertical, baignés par la lumière naturelle, toujours à Copenhague, avec un ensemble de circulations verticales qui permettent de monter progressivement du fond des sous-sols de la ville vers la surface. Mouvement ascensionnel qui est récurrent évidemment dans les espaces souterrains du métro et du RER.
Donc il y a une scénographie en fait de l'ensemble de ces circulations, de ces espaces mécanisés qu'il faut mettre en œuvre et qui est indispensable à la bonne maîtrise des espaces de la mobilité. Dernier point qui paraît très important, c'est la couverture, le toit, le rapport au ciel. En fait, les espaces de transport ont ceci de particulier qui génère une architecture relativement emblématique. Pourquoi ? Parce que les espaces de transport sont des espaces très très vastes. Une salle d'attente comme celle de Baraja, que vous voyez à Madrid, ici, qui a été conçue par Rogers, fait 300 mètres de long. Donc c'est des espaces très grands, 40 mètres de large. Donc évidemment, il y a des proportions à mettre en place. On ne peut pas avoir simplement une hauteur libre de 6 mètres, c'est pas possible. On est obligé d'avoir des grandes hauteurs. Mais pas que. Il y a aussi des sujets de désenfumage qui amènent à avoir des volumes relativement importants. Si on veut profiter d'un désenfumage naturel, c'est le cas notamment dans les gares. Et puis il y a le sujet de la lumière naturelle, qui est très importante. C'est-à-dire que quand vous construisez un espace de la mobilité, vous êtes souvent dans des espaces qui sont très très larges. 80, 70, 100, 200, 300 mètres. Alors, la proportion entre la surface bâtie et les façades n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans un immeuble de bureau ou chez vous, dans votre appartement. Et donc l'apport de lumière naturelle sur l'ensemble des surfaces est un élément très important. Donc du coup, la lumière naturelle, elle vient par la couverture. Donc le travail sur la couverture est aussi très important à ce titre-là. Donc les couvertures, c'est un rapport évidemment au ciel. C'est une mise en scène. Et donc les espaces de transport réussis arrivent à mettre en scène ces couvertures. Les espaces de transport banalisés ont du coup un rapport au ciel qui est banal et du coup qui est pas en phase avec les attentes et qui n'est pas en phase non plus avec les besoins et l'efficience d'un bâtiment bien conçu, notamment en prenant en compte la lumière naturelle, et un autre élément très important, la flexibilité. C'est-à-dire dans les espaces de transport, la première chose qu'il faut faire, c'est dissocier le clos couvert des aménagements intérieurs. Pourquoi ? Parce que l'espace du transport, il évolue sans arrêt. Il évolue à une vitesse prodigieuse. Donc les besoins, notamment des exploitants, ils évoluent tous les 5, 6, 7 ans pour l'exploitation courante, pour les commerces, tous les 10 ans sur l'exploitation générale, tous les 20 ans, ils refont tout, ils démolissent tout, ils refont tout. Donc si vous avez une structure qui est complètement indépendante de l'aménagement intérieur, et ben, comme nous l'avons fait pour le 2B, vous pouvez tout démolir à l'intérieur, conserver que la couverture et reconstruisez tout. À un prix évidemment bien inférieur à la situation dans laquelle vous auriez été si vous aviez tout démoli pour tout reconstruire. Donc ça, c'est très important. Les 3 grands principes de la couverture. Alors ça génère évidemment du coup toute une floraison de couvertures les plus ingénieuses possibles, avec une utilisation de plein de matériaux. Ici, le béton armé pour la gare horaire de Roissy-Pôle, une conception de Paul Andreu. Ça peut donner lieu aussi à, évidemment, des volumes emblématiques, comme la gare de Liège de Calatrava, donc qui viennent englober l'ensemble des infrastructures de la mobilité, les voies, les quais, les trains. La couverture englobe tout le dispositif et devient du coup un élément d'identité majeur. C'est un élément aussi très important. Ici, on voit sur la poétique des espaces du transport, c'est-à-dire la relation entre l'espace du transport, le ciel, le soleil, les éléments. Ici, c'est un cas d'école en fait, la gare TGV de Roissy, donc conçue par Paul Andreu, Peter Rice et Jean-Marie Dutiel. C'est vraiment le symbole du passage de la terre au ciel, avec un travail sur la structure qui prend en compte une densité très importante de la matière au niveau du sol, en l'occurrence les quais, le béton armé, la structure, et qui progressivement devient de plus en plus épuré pour finir de façon évanescente par une simple surface vitrée. Donc, ce qui a amené d'ailleurs à inverser la structure. Si vous êtes un ingénieur structure et que vous regardez cette image-là, vous dites mais pourquoi ils ont mis les poutres à l'envers ? En fait, ils ont mis les poutres à l'envers juste pour que la matière se trouve en partie basse et que tout en haut, on n'ait quasiment plus rien, donc un rapport au ciel complètement évanescent. Donc ça, c'est une poétique que porte l'ensemble de ces structures et qui est
qui donne son identité et qui crée du coup des ambiances très particulières. Ici, c'est la gare de Rennes qu'on a développée avec Jean-Marie Dutilleul, où on a une structure très évanescente, hein. C'est des coussins en DTFE qui accompagnent en fait les voyageurs dans leur cheminement, qui a la particularité de disparaître en cas d'incendie, et se sublime. Et évidemment, elle accompagne les voyageurs dans leur parcours et elle permet aussi d'amener la lumière naturelle jusqu'au tréfonds du site et notamment jusqu'au métro. Donc ces espaces-là, ils sont indispensables dans la lisibilité et dans la mise en scène des cheminements et dans le confort, évidemment, des espaces dédiés aux voyageurs. Alors, on le retrouve dans un autre exemple qui est très intéressant, qui est la péninsule du 2F, construite par Paul Andreu, où le travail a consisté à avoir un espace complètement apaisé avant de prendre l'avion, donc pour répondre évidemment au stress inné du voyage en avion, un espace le plus simple possible, dans une géométrie évidemment très travaillée, baigné d'une lumière tamisée, puisque ici on a une verrière associée à un brise-soleil continu en métal perforé, qui permet d'avoir une lumière très très calme, très apaisée à l'intérieur d'un volume qui est très très simple dans son écriture. Voilà, c'est les quatre points que je voulais évoquer aujourd'hui, donc qui accompagnent en fait la conception et le développement des espaces de la mobilité et qui permettent aujourd'hui de concevoir, si on associe ces 4 points et bien d'autres, des espaces qui sont à la mesure des enjeux du XXIe siècle. Parce que l'espace de la mobilité, c'est l'espace qui permet au transport en commun de se développer et qui permet, dans notre approche bas carbone, d'avoir des espaces confortables qui incitent évidemment les gens à prendre le train plutôt que de la voiture, à prendre le métro plutôt que la voiture, et à pratiquer du coup les transports en commun et avoir dans leurs déplacements au quotidien, déplacements forcés ou dans les déplacements vers des contrées lointaines quand ils voyagent, des espaces à la mesure de leurs attentes et qui sont des espaces de transition qui doivent être le mieux dessinés, le mieux conçus pour accompagner l'expérience du voyage. Merci. Merci beaucoup et de toutes ces présentations. Alors j'ai plein de questions. D'abord, c'est vrai que la première fois, je suis allé à Liège par hasard, j'ai vu la gare de Liège, j'ai fait waouh, parce que c'est vraiment un objet tout à fait surprenant au milieu de la ville et qui, c'est comme la Tour Eiffel, quoi. Je veux dire, ça marque. C'est quelque chose qui est, c'est une œuvre d'art fonctionnelle, visible et utilisée par beaucoup de gens. C'est parce que en plus à Liège n'est même pas un terminal. Nous, à Paris, on a des gares qui sont pratiquement toutes des terminaux. Et les trains, ils arrivent, ils s'arrêtent, les gens, voilà, c'est la fin, c'est pas un lieu de passage. Alors que Liège, ça fait que passer, il n'y a pas du tout de terminal. Et ça illustre ma question, c'est comment ça se dimensionne. Parce que pour moi, elle apparaît comme surdimensionnée par rapport au trafic réel qu'il y a dans Liège, sur le plan strictement fonctionnel. Et par contre, j'ai travaillé pendant 30 ans au Halles, où je prenais le RER tous les jours, et où il y a beaucoup de monde qui passe, et on ne peut pas dire que ça soit un lieu de vie. Donc, comment est-ce qu'on arrive à dimensionner ces choses-là ? Alors en fait, dans le dimensionnement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si je résume, il y a 3 grands éléments. Le premier, ce sont les flux. Donc là, c'est une situation donnée. Si vous devez traiter, comme à Gare du Nord, plus de 200 millions de passagers par an, vous devez mettre en place des dispositifs pour pouvoir les absorber. Donc ça nécessite des espaces, ça nécessite des volumes, ça nécessite une mécanisation d'une partie des circulations verticales. Donc c'est un objet, c'est entre guillemets une démarche factuelle. Donc le premier enjeu, c'est le dimensionnement à travers les flux. Le deuxième enjeu, c'est le dimensionnement à travers l'intermodalité. C'est-à-dire sur un site donné, qu'est-ce que vous allez gérer ? Vous pouvez gérer juste le train, mais vous pouvez gérer un TGV, un TER, une gare routière, des parkings, des espaces de dépose pour les véhicules. Donc
tous ces éléments-là, ils ont leur propre dimensionnement. C'est-à-dire les parkings ont un dimensionnement, la dépose minute en a un autre. Et quand vous cumulez tout ça, ça vous donne un territoire. La gare de Nîmes Pont du Gard, que je vous montrais tout à l'heure, c'est une toute petite gare, elle fait 3 à 4 millions de voyageurs. La consommation de la surface, c'est 20 hectares. Alors pour pouvoir aménager, pour pouvoir répondre au dimensionnement nécessaire pour la gare de Nîmes, il a fallu aménager 20 hectares. Voilà, pour pouvoir accueillir les parkings, y compris la gestion de l'eau, parce qu'en fait tout ça, ça se fait entre guillemets de façon autonome. Voilà. Et le troisième élément, c'est l'investissement. C'est l'argent que vous voulez mettre. Voilà. Donc ça, c'est le troisième élément. Pour revenir et répondre à la question sur la gare de Liège, pourquoi la gare de Liège, elle est emblématique? Parce que quand vous faites un espace de transport, mis à part les aérogares, certaines aérogares qui sont financées en fonds propres, la plupart du temps, les espaces de transport, c'est une co-construction financière. Pour financer un projet comme le projet de Gare Nouvelle ou un projet de pôle de transport en Ile-de-France ou en France, vous avez 7, 8 financeurs autour de la table. Si vous avez un financeur, par exemple la région Wallonne, qui dit « moi, je mets plusieurs centaines de millions parce que je veux un monument dans la ville », eh ben, vous avez un monument dans la ville. Voilà. Donc il y a un rapport très important entre les investisseurs, ce qu'ils veulent à travers leur financement et ce qu'ils obtiennent derrière. Ça ne veut pas dire que quand les financeurs, entre guillemets, sont près de leurs sous et qui donnent une enveloppe illimitée, vous ne puissiez pas faire un projet intéressant. Si je reviens sur la gare de Nîmes Pont du Gard, c'est une gare qui ne coûtait pas très cher. D'ailleurs, elle a coûté beaucoup moins cher que la gare qui est sur la même ligne de Montpellier. Et pourtant, c'est une gare qui est très bien, en termes d'espace, de confort, de matériaux, etc., même assez exemplaire. Par contre, effectivement, quand vous avez un surinvestissement, ce qui est particulièrement le cas en Chine, où il y a quand même un investissement assez important sur les espaces du transport pour avoir des objets emblématiques, des gares, des aérogares, qui sont du coup des objets symboliques très forts et qui portent du coup l'image de la ville à l'international, et donc qui sont un support aussi de communication. En l'occurrence, pour la gare de Liège, c'est vraiment le cas. Il y a aussi une prévision dans le temps, parce que, alors moi j'en reviens, je ne suis pas obsédé par Châtelet-Léal, hein, mais la gare du Nord c'est un peu pareil, comme les gares TGV, c'est-à-dire qu'entre le moment où on y pense, le moment où on les conçoit, le moment où on les construit, et le moment où on va les utiliser pendant 30 ou 40 ans, les flux vont changer. Il y a tout un tas de choses qui changent, qui sont modifiées. Or, quoi qu'on en dise, le nombre de personnes, par exemple, qui traversent le Châtelet, c'est le point central, hein, quand même, a probablement au moins triplé en 20 ans, je pense. Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'on a surdimensionné les choses au départ? Est-ce qu'on a accepté de faire des espaces plus grands ou pas? Et jusqu'où ça peut aller? C'est-à-dire qu'à partir de quel moment on va dire bon, c'est saturé pour les gens qui passent dedans et il va falloir qu'on trouve autre chose. Alors en fait, quand on travaille sur le dimensionnement, on travaille effectivement sur les flux. Donc on travaille avec un prévisionnel. Alors il y a des artistes de la prévision. Moi, à ADP, je travaille avec des gens, en plein Covid, ils ont prévu la reprise du trafic 2 ans avant, on est pile dedans. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont quand même réussi à le faire. Donc habituellement, en fait, quand on travaille sur les espaces de transport, on se projette à 20-30 ans. C'est-à-dire que quand on a travaillé par exemple sur Rennes, on travaillait sur Rennes, on était en 2010, on travaillait avec des flux à l'horizon 2030. Donc on avait une projection à 20 ans, à 30 ans. Donc en fait, on dimensionne la plupart du temps les espaces du transport avec cette projection à 20-30 ans. La plupart du temps, ces projections, elles sont assez conformes à ce qui va se passer, sauf s'il y a une modification importante du comportement. Alors assez souvent, par exemple en France, sur les gares comme Nantes, Bordeaux, l'impact de la métropolisation des villes en France a surpris en fait les transporteurs, puisque très très vite ils ont vu arriver des nouveaux flux, notamment sur les TER.
avec une explosion du trafic, etc. Donc on essaye de suivre. Donc comment on procède? On fait des projections à 20-30 ans, on rajoute des incertitudes, entre guillemets, qui permettent de densifier un petit peu plus haut, de façon un peu plus importante, l'ensemble du dispositif. Et le dispositif, il doit être aussi suffisamment robuste, ça c'est très important, pour prendre en compte des dysfonctionnements du réseau. C'est-à-dire que quand vous êtes sur, par exemple, une gare ou une aérogare, et que vous savez que vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a une grève, où il y a un train qui est bloqué, etc. Donc du coup, vous avez une accumulation de flux, donc ces flux-là, il faut que vous puissiez les prendre en compte. Donc ça, c'est très important. Et après, vous développez le projet. L'écueil sur lequel vous pouvez tomber, et ça, moi, ça m'est arrivé souvent, c'est d'avoir un projet, puisque le projet, vous le développez, ça met 10 ans pour développer un projet. Vous pouvez tomber sur l'écueil financier. Alors il y a un exemple un peu caricatural, mais qui est très intéressant, c'est celui de la gare de Lyon. Il y a une salle Méditerranée qui est sous les quais, qui a été réalisée dans les années 80. Elle a été dimensionnée de façon assez généreuse. Et puis un jour, il y a un directeur financier qui a dit, bon, il faut faire des économies. Donc la dernière phase, là, les 20 derniers mètres, vous raccourcissez la salle, vous la divisez par 2, comme ça on fera des économies. 30 ans après, quand on fait les études de flux, on tombe sur cet écueil. Et là, on est bloqué parce que on ne peut plus élargir la salle. Ou alors si on veut élargir la salle, ça coûte une fortune. Parce qu'il faut interrompre le trafic sur la gare de Lyon, il faut faire des travaux en sous-or, etc. Donc la plupart du temps, ce qui a été projeté par les études est relativement conforme. Après, il faut être très très fort et avoir un effort de conviction vis-à-vis des élus et des financiers pour tenir le système jusqu'au bout. Parce que toutes les économies, en fait, entre guillemets, elles prennent sur l'avenir du système, en fait. Et elles font qu'en fait, on détériore la robustesse du système final. Merci beaucoup, c'est l'heure de faire une synthèse de ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez répondu à la question? La réponse est positive. Comment? On voit bien, à travers tout ce que vous nous avez présenté de façon extrêmement didactique, extrêmement passionnante, illustrée, comment cette notion d'espace de transport a évolué. Elle est passée d'un aspect relativement fonctionnel, au moins pour un certain nombre d'aspects, parce que bon, dans Paris, il y a des gares, comme par exemple la gare d'Orsay, qui était un endroit de prestige, à un moment donné, avec des hôtels, avec de prestige, etc., qui était habitable et habité, et qui était fait pour être habité, pour pas populariser, mais disons pour inciter les gens d'une certaine aisance à prendre le train. Si j'ai bien compris ce que c'était que la gare d'Orsay. Et donc, on voit qu'il y a eu une transformation et que cette transformation, actuellement, elle a suivi une évolution de la société où les espaces d'attente, par exemple, ne doivent pas être rébarbatifs, mais au contraire, ça doit être, et je suis heureux de l'entendre dire de la part d'un architecte, que ce sont des endroits où l'on doit être bien, des endroits de confort, des endroits habitables au vrai sens du terme. Ce qui n'a pas été toujours le cas des salles d'attente de gare ou des salles d'attente d'aéroport. J'ai beaucoup voyagé dans les années 80 en avion à Orly. On ne peut pas dire que ça soit particulièrement confortable et habitable, du moins quand on le prenait régulièrement. Donc je crois que, effectivement, à travers ce que vous avez présenté, les exemples que vous avez pris, des choses que vous avez faites, vous avez été très modeste parce que vous avez fait beaucoup de choses de ce que vous avez présenté, si j'ai bien compris. On voit qu'il y a une prise en compte de... Alors je ne sais pas si on doit dire l'usager ou le client, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas dans votre esprit, dans votre langage d'architecte, si vous faites la différence entre l'usager, qui vient contraint, et pour lequel le service qui est produit est un service normal, quasiment un service, je dirais presque public normal, et le client qui achète, et en attendant un retour, sur toute la chaîne, une qualité sur toute la chaîne. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Des gens qui sont un peu plus contraints et des gens qui sont un peu plus exigeants, pour simplifier. Et donc, cette idée de prendre en compte pour moi ce qui est l'usager, parce que quand on va aller d'un point A à un point B, on est obligé de prendre un moyen de transport, le fait d'avoir cette prise en compte de son confort, de son état d'esprit, en dehors d'une notion purement mercantile, mais dans une notion de bien-être général et de rendre un service
à la population, c'est quelque chose qui pour moi est nouveau et qui me semble être effecteur, puisque effectivement les gares, les nouveaux aérogares que l'on construit, les transformations qu'il peut y avoir sur l'aéroport de Roissy. Alors Orly, j'ai pas encore bien vu parce que ce que j'en connaissais, c'était pas. Enfin, quand ça a été transformé, ça a été un peu contrebalancé par le Covid et donc on n'a pas vraiment pu en profiter. Il n'empêche que on voit qu'il y a des nouveaux soucis, des nouvelles, vraiment une préoccupation de la personne qui va passer relativement peu de temps dans ces endroits-là, qui va peut-être y aller extrêmement fréquemment, parce que dans les gares, notamment les gares de banlieue, même les gares de grande ligne, les gens y passent relativement souvent. Et cette prise en compte du confort, de son intérêt, et de le déstresser, et qu'il fasse de ces préliminaires au voyage, non pas une torture, ni même un lieu d'ennui, mais un lieu de plaisir. Et je crois que c'est un peu la chose qui ressort de ce que vous avez dit. Et je suis encore une fois et je pense que tout le monde peut être très content qu'on prenne en compte enfin cette considération. Voilà, c'est ce que j'ai compris de ce que vous nous avez présenté. Et merci encore une fois de cette présentation tout à fait passionnante.